Chers amis, bonsoir. Nous accueillons ce soir deux invités qui sont tous les deux professeurs de philosophie, Denis Colin et Marie-Pierre Frondiac. Ils nous présentent un livre qui s'appelle La force de la morale. Je vais laisser nos deux invités successivement nous présenter ce livre en donnant d'abord la parole à Denis. Denis, tu as la parole. Eh bien, Bertrand, merci. D'abord, je suis très heureux de répondre à ton invitation parce que ça fera la troisième fois, donc. Tout à fait. Nous sommes vus, je crois, en 2001. J'étais avec Jacques Cotta pour la sortie de l'Illusion plurielle, et puis on s'est revus il n'y a pas bien longtemps pour Après la gauche. Exactement. Voilà. Donc là, maintenant, on va inaugurer la conférence en distanciel, comme on dit de nos jours. Et non en présence réelle, ce qui aurait des implications théologiques que je vais laisser de côté. Bon, alors, le livre que nous allons présenter ce soir, c'est un travail commun, un travail commun qui prolonge les réflexions que nous menons depuis longtemps, d'abord chacun de notre côté, soit à travers des travaux universitaires, soit à travers des livres, et puis que nous menons en commun depuis que nous partageons la même vie. Voilà. Alors, notre ambition, c'était peut-être d'abord de faire le point sur ce que nous pensons. Écrire, ça oblige toujours à préciser ses idées. Et puis, ça n'était pas d'ajouter un traité de morale au traité de morale existant, parce que les traités de morale, il y en a beaucoup, il y en a même d'excellents et beaucoup d'indépassables. On ne pourra jamais faire mieux que Platon, jamais faire mieux qu'Aristote, et sans doute jamais faire mieux que Spinoza ou Kant. Donc, ce n'était pas vraiment notre ambition. Nous ne voulons pas nous situer immodestement à ce niveau. Nous voulions simplement réfléchir en partant des questions actuelles, c'est-à-dire de la manière dont les questions de morale se posent de nos jours, et nous essayons de répondre à deux questions, c'est-à-dire quelle morale, est-ce qu'il y a un choix possible, et puis deuxièmement, comment et pourquoi nous devenons des êtres moraux. Alors, ce sont des questions qui sont posées par le bouleversement des repères, la mise en cause des normes traditionnelles, l'explosion d'un individualisme qui affirme la toute-puissance du désir. Et on voit bien dans toute une série de débats particulièrement épineux, des débats d'ailleurs que nous essayons d'aborder en fin d'ouvrage, par exemple sur le vote de la loi bioéthique qui est en cours, deuxième partie de cette loi bioéthique, et puis sur d'autres questions du même genre. Je ne sais pas, par exemple l'euthanasie et d'autres choses comme ça, qui sont des questions tout à fait brûlantes. Alors, d'où partons-nous ? Tout d'abord, de l'impossibilité qu'il y a de trouver un fondement naturel ou naturaliste de la morale. Il y a eu, depuis un bon siècle maintenant, toute une série de tentatives qui ont été faites pour essayer d'enraciner la morale dans la connaissance scientifique. Par exemple, est-ce que la théorie darwinienne de l'évolution, pertinente dans son domaine qui est l'histoire naturelle, est-ce qu'elle peut nous servir à penser ce qu'est une morale pour notre époque ? Alors, il y a très longtemps de ça, des gens comme Spencer avaient pensé ça, qu'on pouvait déduire du darwinisme une morale. Bon. En réalité, nous pensons, et je crois que là-dessus nous n'y venons guère, qu'il est impossible de déduire de la connaissance de ce qui est la connaissance de ce que nous devons faire. La distinction entre l'être et le devoir remonte au moins à Hume. Et puis, c'est George Moore qui avait dénoncé ce qu'il appelle le sophisme naturaliste. Pour diverses raisons, là c'est peut-être plutôt moi qui suis en cause dans cette affaire, je crois qu'il n'est pas possible de faire une morale matérialiste. Marie-Pierre est d'accord avec moi sur ce sujet. Et comme le matérialisme m'a pas mal occupé dans ma vie,
voilà, il s'agit de montrer qu'il n'est pas possible de tenir à la fois un point de vue rigoureusement, complètement matérialiste sur toutes les questions, et puis d'en déduire une morale. Il me semble qu'une morale matérialiste, c'est presque une contradiction dans les termes. Le matérialisme s'en tient à la considération de la nature sans adjonction extérieure. Or, la morale n'est pas la considération de la nature, elle est la considération de ce qui devrait être et qui n'est pas nécessairement. Voilà. Voilà, premier point, donc, impossibilité de trouver une sorte de morale scientifique qui mettrait tout le monde d'accord. Deuxièmement, nous sommes confrontés à ce qu'on appelle le postmodernisme, les théories de la déconstruction, et un de nos objectifs était d'entamer la déconstruction des déconstructeurs. Déconstruction, c'est le paradigme du postmoderne, hein, par excellence. La déconstruction, c'est ce qu'ont engagé, par exemple, Foucault, avec sa critique des disciplines, et son idée du queer, hein, parce que quand on parle aujourd'hui des LGBTQ, le Q c'est queer, et le premier à avoir en quelque sorte pris la défense de la morale queer en France, c'est Michel Foucault. Il ne faut pas l'oublier. Bon. Ou encore ce qu'on a vu dans les années 70 avec l'anti-Oedipe et puis Mille Plateau, de Deleuze et Guattari et l'invention des machines désirantes et de la schizophrénie comme attitude anticapitaliste, etc., etc. Voilà. Nous sommes un peu confrontés à ce monde-là dont nous héritons aujourd'hui, parce que quand on voit toute une série de mouvements qui occupent beaucoup de place dans les médias et sans doute beaucoup moins, fort heureusement, dans l'opinion publique, ces mouvements sont directement les héritiers de Deleuze, Guattari, Foucault et quelques autres, avec parfois moins de talent et moins de connaissances quand même que ceux-là. Voilà, donc déconstruire les déconstructeurs. Deuxièmement, il s'agit pour nous d'en finir avec le relativisme, c'est-à-dire l'idée que les prescriptions morales ne seraient pas universelles, qu'elles seraient enracinées dans le temps et dans le lieu. Au fond, nous aurions une morale du début du XXIe siècle pour Européens, éventuellement blancs et éventuellement comment on dit, cisgenrés, voilà, cisgenrés, mais que ça n'aurait aucune valeur universelle. Au contraire, nous voulons montrer que la morale peut avoir une valeur universelle et que même son essence est sa prétention à l'universalisme. Troisième chose, il s'agit également de refuser ce qu'on va appeler le positivisme moral, c'est-à-dire l'idée que les préceptes moraux n'ont pas d'autre fonction que d'assurer la stabilité d'ordre social. Et qu'au fond, la morale est toujours liée à un ordre social déterminé. C'est une position qui est assez proche des précédentes, mais ne se confond pas avec celle-là. Voilà. Alors ça, c'était donc un premier objet, je rappelle, en finir avec l'idée d'un fondement naturel de la morale. Deuxièmement, déconstruire les déconstructeurs. Troisièmement, il s'agit de passer au feu de la critique ce qu'on appelle les morales minimales, par exemple celles qui ont été développées par Louis Nogien en France, avec quelques autres. Au fond, il s'agit de morales qu'on pourrait appeler libertariennes ou libérales, mais libérales, c'est peut-être insuffisant, parce qu'il y a un libéralisme parfaitement moral. Morale libertarienne, c'est l'idée que les règles morales doivent être réduites au strict minimum, c'est-à-dire à la non-ingérence dans les affaires des autres. Dès lors que vous ne vous occupez pas des autres, que vous ne les embêtez pas, que vous les laissez dans leur monde, eh bien, on ne peut rien exiger de vous. Et du même coup, les autres n'ont rien à exiger de nous. Et donc, c'est une morale qui vise à ramener l'ensemble des questions, notamment les questions épineuses que nous soulevons, à des questions de contrat. Si vous passez un contrat entre personnes privées, ça ne regarde plus la morale, encore moins le droit et l'État. Par exemple, c'est ce que défendent Rouenogien, Marcella Yacoub, quand ils ont été amenés à se prononcer sur les questions de la prostitution. Ils considèrent que la prostitution, dès lors qu'il n'y a pas de souteneur ni d'obligation, c'est un contrat comme un autre, et qu'il s'agit simplement, dans cette affaire, éventuellement, de défendre des droits des travailleurs du sexe, comme on dit de nos jours. Voilà. Ou encore la GPA, gestation pour autrui, ça serait parfaitement naturel et indiscutable dès lors que vous avez deux personnes qui contractent, que personne n'est exploité, que la dame qui va porter l'enfant de quelqu'un d'autre est dûment rétribuée et a donné son accord sur cette rétribution, dès lors il n'y aurait plus rien à dire et ça serait quelque chose qui
ne poserait pas de problème moral. Voilà. Alors, cette conception d'une morale minimaliste, donc qui se réduit à presque rien, hein, c'est exactement le pendant de ce que font les libertariens en politique, comme Robert Nozick. Cette morale minimaliste, elle est conforme à une idée qui est prégnante à notre époque, c'est-à-dire l'idée que la société n'existe pas. Hein, c'est ce que disait Madame Thatcher, il n'y a rien de tel qu'une société. Pour elle, la société n'existe pas, n'existe que des individus. Voilà. Des individus qui mènent des existences séparées. L'idée d'une communauté, l'idée que nous ayons consubstantiellement un rapport aux autres, c'est une idée qui n'apparaît pas dans ces théories de la morale minimale. Bon, juste pour l'anecdote, une des mères fondatrices de la morale minimale, qui était Ayn Rand, essayiste américaine, qu'on classe parfois parmi les philosophes, a passé sa vie à dénoncer tous les systèmes d'assistance publique comme étant des systèmes immoraux, mais il se trouve qu'elle-même n'avait pas beaucoup d'argent et à la fin de sa vie, elle a vécu sur les deniers de l'assistance publique. Si elle avait été cohérente, elle aurait dû le refuser, ce qu'elle n'a pas fait. Bon, c'était juste une petite anecdote en passant. Toujours dans les critiques, dans les choses qui nous semblent nécessaires de commencer par éliminer pour faire un peu de tri, on a passé au feu de la critique, donc l'utilitarisme. Alors l'utilitarisme, c'est la morale de Jeremy Bentham, reprise et améliorée par John Stuart Mill. C'est l'idée que toutes les règles morales se déduisent d'un principe, la recherche du plus grand bonheur du plus grand nombre. Voilà. Alors, ce qui implique d'ailleurs qu'on peut admettre qu'un petit nombre soit sacrifié si ça maximise le plus grand bonheur du plus grand nombre. Voilà. Alors, c'est une morale qui est séduisante, hein, l'utilitarisme, hein, après tout. Le plus grand bonheur du plus grand nombre, comment est-ce qu'on pourrait être contre ça, hein? Et puis, nous sommes aussi assez spontanément utilitaristes, c'est-à-dire dans toutes les décisions que nous prenons individuellement, nous sommes prêts à faire des sacrifices, par exemple, pour un avenir meilleur. Par exemple, un étudiant va sacrifier un certain nombre de soirées qui auraient pu être des soirées de fête pour aller préparer ses examens, parce que pour lui, il pense que l'avenir est plus important, donc il est prêt à sacrifier une partie de sa vie pour quelque chose qui lui est supérieur. Bon, donc l'utilitarisme, c'est une morale qui se présente sous un aspect sérieux. Néanmoins, ces thèses utilitaristes, quand on essaie de les mettre à l'épreuve, apparaissent comme complètement indéterminées. Au fond, avec l'utilitarisme, on peut défendre à peu près tout et le contraire de tout. Il y a quelque chose d'intéressant en politique, c'est que beaucoup de partisans du libre marché, ce qu'on pourrait appeler les libéristes, hein, ceux qui disent pas d'intervention de l'État, c'est le marché qui règle tout, sont souvent utilitaristes, c'est-à-dire qui montrent que le marché libre, si on le laisse tout régler, va finalement augmenter le bonheur global. Alors évidemment, à celui qu'on licencie parce qu'il est en une entreprise, eh bien c'est pas grave mon gars, parce qu'en réalité ton licenciement va permettre d'augmenter le PIB et le PIB augmentant, ça augmentera le bonheur du plus grand nombre. Et puis d'un autre côté, on a un certain nombre de socialistes qui se sont déclarés utilitaristes. Alors c'était au XIXe siècle. Et puis vous connaissez tous la fameuse phrase, hein, on ne fait pas d'omelette sans casser les œufs, qui avait longtemps été donnée comme une justification de ce qui se passe en Union soviétique, en disant bah ouais, c'est triste qu'il y ait des gens à mettre en prison. Enfin bon, on ne fait pas d'omelette sans casser les œufs. On ne fait pas d'omelette sans casser les œufs, ça veut dire les droits de quelques-uns doivent pouvoir être sacrifiés au profit du bonheur du plus grand nombre. Au fond, il me semble et il nous semble que l'utilitarisme n'est qu'une illusion de morale. D'ailleurs, c'est peut-être ce qu'a vu John Stuart Mill lui-même, parce que c'est très curieux. Stuart Mill se rend compte qu'il y a quelque chose qui cloche dans ce qu'il défend, et il fait ce constat à un moment. Il dit la satisfaction des individus n'est pas seulement un bon critère, parce qu'il dit il vaudrait mieux un Socrate non insatisfait qu'un porc satisfait. Ça veut donc dire que pour Mill, il y a bien quelque chose qui est encore supérieur à ce bonheur du plus grand nombre, et donc ça ne peut pas être déterminé par le bonheur du plus grand nombre. Voilà. Alors, où en arrivons-nous à partir de là? Bien, je vais te donner une phrase un peu pour résumer ça. Je veux dire, nous ne pouvons pas ne pas nous dire qu'anciens. Cette phrase m'est venue en relisant
un petit opuscule de Benedetto Croce qui disait « Nous ne pouvons pas ne pas nous dire chrétiens ». Pourquoi nous ne pouvons pas ne pas nous dire qu'anciens? Eh bien, d'abord parce que intuitivement, j'ai envie de dire, et je crois que tout le monde le sait, intuitivement, nous sommes d'accord avec quelques-uns des grands principes de Kant et que personne ne peut passer par-dessus ça. Par exemple, le principe d'universalisation. Ce que nous le voulons pour tous, et nous voulons la manière dont nous nous conduisons, nous estimons de fait, même si nous nous arrangeons avec nous-mêmes après, nous estimons de fait que, eh bien, ce que tout le monde devrait vouloir. Et ce principe d'universalisation, il me semble presque intuitif. Deuxièmement, lorsque Kant dit que ce qui détermine la valeur de l'action morale, c'est l'intention, je crois que nous le savons tous aussi. Celui qui agit pour un but intéressé sait très bien que sa propre action n'est pas morale. Et les autres aussi le savent. Celui qui participe à une soirée de charité pour se faire de la publicité pour son dernier album, par exemple, ou son dernier film, celui-là, au moins, on peut soupçonner que son action charitable n'est pas purement morale. Voilà. Alors, est-ce qu'on en reste à Kant? Évidemment non. Enfin, évidemment, encore que, oui. Mais on peut reformuler dans des termes peut-être plus modernes la morale de Kant. C'est ce qu'a essayé de faire Habermas, par exemple, quand il essaie de redéterminer les préceptes moraux acceptables pour tous à partir d'une délibération publique à laquelle il donne deux conditions extrêmement strictes. Est-ce que ce que nous proposons peut être universel? Et deuxièmement, non seulement universel à l'échelle de notre époque, mais est-ce que nous pouvons vouloir imposer à ceux qui nous suivent, à ceux qui naissent après nous, les mêmes préceptes? Voilà. Alors, ceci nous conduit à l'idée que la morale est libératrice. La morale n'est pas un carcan que nous devrions élargir au maximum en taillant de ci, de là. Et c'est seulement par l'exigence morale que nous éprouvons notre liberté. Nous éprouvons notre liberté parce que nous sommes confrontés à des choix et que nous savons que le devoir s'impose à nous. C'est comme ça que nous savons que nous sommes libres. Si nous n'avions aucun sens du devoir, aucun sens moral, nous n'aurions qu'une liberté sans loi, une liberté absolument insupportable à la limite, qui ne serait donc pas une liberté. Et de cela, on peut en déduire un certain nombre de conclusions que nous avons essayé de déduire. D'ailleurs, c'est pour ça que la couverture de notre livre reprend une petite partie de la fresque du bon gouvernement qui se trouve dans le Palazzo Civico de Sienne. Il s'en déduit donc un certain nombre de conséquences pratiques. Si nous acceptons qu'il y a des principes moraux qui valent pour tous, nous en arrivons à l'idée qu'il est nécessaire de combattre un monde qui réduit les hommes à une existence mutilée, à une existence aliénée, exploitée. Et la morale, de ce point de vue, commande l'engagement politique. Voilà. Je vais passer la parole à Marie-Pierre pour la suite. Merci, très bien. Donc, à partir de ces constats et de cette idée de nécessité universelle de la morale, nous avons voulu chercher à comprendre ceux qui en nous, justement, en fait là on est parti un petit peu en amont de tout ça, de ces constats, pour essayer justement de comprendre pourquoi nous les faisons. Il s'agissait donc de comprendre ce qui en nous donc nous pousse à reconnaître justement cette exigence morale et ce qui nous pousse aussi à nous engager. Alors, comme l'a dit Denis, paradoxalement, en apparence en tout cas, c'est la morale qui nous rend libres. Et ce que nous avons voulu montrer, c'est qu'elle ne nous était pas imposée de l'extérieur, en tout cas pas seulement, mais qu'en réalité, elle est constitutive de notre humanité. C'est-à-dire, en fait, la morale s'élabore en même temps que se construit le sujet. Le sujet, c'est-à-dire chacun d'entre nous. Le sujet, c'est celui qui est capable de dire « je ». C'est comme ça qu'on reconnaît un sujet, donc avec une conscience, la capacité à la fois de penser le monde et de se penser lui-même. Et donc, autrement dit,
Il s'agit justement de comprendre le processus de subjectivation, c'est-à-dire le processus justement qui va faire de nous des sujets, qui va faire de chacun d'entre nous un moi qui est intrinsèquement libre. Alors, je vais revenir sur tout ça. Ça peut paraître un peu surprenant de parler du moi, du moi, de notre moi singulier, et de le mettre en parallèle avec l'universalisation, l'universel. Mais on va voir comment tout ça, ça peut se tenir. Affirmer donc que chaque moi est intrinsèquement libre, ça ne veut pas dire que nous ne reconnaissons pas un certain nombre de déterminismes. Nous ne nions pas les déterminismes biologiques, inconscients, socioculturels, mais ce que nous voulons affirmer, c'est que nous sommes des êtres moraux et qu'il n'y a pas de morale sans liberté. C'est Kant aussi, une fois de plus, qui a très bien expliqué ça, parce qu'il nous dit, au fond, nous savons que nous sommes libres parce que nous devons faire des choix, parce qu'il y a la morale, parce que la morale existe. En fait, c'est la morale il dit, c'est la ratio cognoscendi, c'est la morale qui nous fait connaître notre liberté. Et en même temps, il n'y a pas de morale sans liberté, parce que la morale, si on n'avait pas à faire le choix de dire oui ou de dire non, du bien ou du mal, etc., il n'y aurait pas de morale. Si on était complètement déterminé à faire ce que nous faisons, la question morale ne se poserait absolument pas. Il n'y aurait pas de question de responsabilité ni d'engagement. Et donc, c'est parce que nous postulons, évidemment, c'est un postulat. La liberté, ce n'est pas quelque chose qui se prouve, mais qui s'éprouve. Et donc, la liberté, c'est ce qui rend possible la morale. Donc, à la fois, la morale nous fait prendre conscience, nous fait reconnaître que nous sommes libres parce que nous devons faire des choix, et en même temps, nous pouvons être moraux parce que nous sommes libres, en tout cas, sur le plan de la pensée. Kant faisait la distinction aussi, un déterminisme sur le plan physique, sur le plan des corps, mais liberté sur le plan de l'esprit. Alors, pour essayer de comprendre ce processus, nous avons donc fait l'hypothèse que la morale se constitue en même temps que le sujet et qu'elle trouve son fondement, donc non pas dans la raison, en tout cas pas d'abord, mais en premier lieu dans l'affectivité, puisque c'est d'abord comme ça que nous entrons dans le monde, par nos sens, par la relation affective au sens de nos affects que nous avons avec les autres. La raison, elle s'élabore bien après. Quand nous entrons dans l'ordre symbolique, quand nous commençons à parler, ce qui se passe plusieurs années après notre naissance. Alors, pour cela, donc, nous sommes partis, alors là aussi, c'est un parti pris, nous sommes partis de la psychanalyse freudienne parce que nous pensons que celle-ci est une théorie efficiente pour expliciter, au moins partiellement, peut-être pas totalement, mais au moins partiellement le sens de ce que nous sommes. Alors, Freud, finalement, il a fait d'abord un travail thérapeutique. Il était médecin. Son premier souci, c'était de soigner ses patients. Mais en travaillant justement à cela, il s'est rendu compte d'un certain nombre de choses. Et donc, il a fait aussi tout un travail théorique, un travail philosophique. C'est pour ça qu'en philosophie, on intègre Freud aussi comme auteur dans le programme de philosophie. Et donc, au-delà donc, de la psychanalyse comme thérapie, il a fait aussi une théorie sociale. Et donc, justement, il a donné une explication de la socialisation humaine, à savoir que, alors, il n'est pas le premier, Platon l'avait déjà expliqué, mais nous avons besoin donc de nous associer aux autres humains pour lutter contre la puissance de la nature, c'est-à-dire pour survivre. Comment dirais-je un petit humain abandonné dans la nature ne va pas survivre. Il a besoin des autres humains. Alors, sauf cas exceptionnel. Donc, première chose, lutter contre la puissance de la nature, donc survivre. Mais nous devons aussi, chacun, du fait de notre conscience, faire face à la finitude, c'est-à-dire à l'idée que nous allons mourir, que nous sommes des êtres finis, d'où l'angoisse que nous pouvons éprouver à exister et angoisse que nous partageons tous. Si on y réfléchit un petit peu, même si parfois on arrive à s'en détacher, même si on arrive à être ou stoïcien ou épicurien par moment, il est difficile de l'être constamment.
Et donc, besoin des autres, plus cette angoisse qui nous habite, hein, et d'autant plus que le sens de cette existence que nous avons, hein, qui nous a été donné, ce sens hein, n'est pas complètement évident, en tout cas pas immédiatement. Et donc, comment dirais-je, voilà, nous devons vivre avec les autres, mais nous savons aussi que vivre avec les autres, c'est compliqué. Alors à la fois, hein, nous les recherchons, les autres, enfin nous recherchons leur reconnaissance pour aller très vite, hein, pour assurer notre sentiment d'exister. Hein, quelqu'un qui n'est absolument pas reconnu, hein, au sens fort comme au sens faible, ben, il ne peut pas vivre, hein, il peut pas continuer d'exister. Sachant que, peut-être qu'on peut faire aussi une différence entre vivre et exister, hein, tous les êtres vivants vivent, seuls les humains existent, hein, c'est-à-dire qu'ils sont capables de se dépasser, hein, de sortir d'eux-mêmes, de se projeter, etc. Donc, nous avons à la fois besoin d'eux hein, pour cette assurance et en même temps, nous sommes constamment en compétition avec les autres, hein, parfois en conflit. D'où la nécessité de règles, et pas seulement de règles de droit hein, qui ont essentiellement pour vocation hein, de régler nos rapports aux choses, mais aussi donc de règles morales, c'est-à-dire de règles qui vont nous permettre de juger hein, du bien et du mal, des conséquences de nos actes, et qui ont pour vocation, ces règles morales, foncièrement, fondamentalement, qui ont pour vocation donc de respecter l'humanité hein, qui est en chacun de nous. Donc d'un côté, nous avons un moi, hein, ce qui vaut pour chacun d'entre nous, qui cherche à s'affirmer singulièrement. Hein, personne n'entre dans la tête d'un autre, hein, on ne sait jamais ce qui se passe dans la tête, même de la personne qu'on connaît le mieux. Hein, on est le seul à vraiment savoir ce qui se passe en nous. Alors, peut-être pas complètement, hein, puisqu'on a admis la théorie de l'inconscient au départ, mais donc d'un côté un moi qui cherche à s'affirmer singulièrement, et de l'autre, des règles communes qui vont s'appliquer à tous. Alors, comment résoudre cette apparente antinomie? Alors, pour essayer au moins de réfléchir, sinon de résoudre hein, cette antinomie, nous nous sommes interrogés sur la genèse, hein, sur la naissance du moi, comment il se construit. Alors là, je vous donne rapidement un petit peu, hein, là je suis le plan de la deuxième partie de notre livre, pour vous en retracer un petit peu la cohérence, mais ça va aller très vite, hein, je ne vais pas rentrer dans le détail. Donc, comment le moi se construit-il? Je parle tout à l'heure en disant qu'on était parti justement de la théorie freudienne. Donc, en fait, on a repris les deux topiques freudiennes. Hein, la première qui a été élaborée par Freud au début des années 1900, hein, qui décrit ce qu'il a appelé les qualités de la conscience, à savoir la conscience, le préconscient et l'inconscient, sachant que Freud ne parle pas de subconscient, hein, ce n'est pas un terme freudien. Et puis, la deuxième topique, celle qui va émerger dans les années 20, qui décrit là les instances hein, psychiques que sont le ça, le moi et le surmoi. Alors dans le livre, on a expliqué précisément à quoi renvoyer tous ces concepts. Et donc, à partir de là, nous avons essayé de montrer que dès le départ, la présence de l'autre, hein, avec un A majuscule, est essentielle, alors que ce soit la mère, que ce soit le substitut maternel, etc., hein, les personnes qui vont s'occuper de l'enfant. La présence de l'autre donc est essentielle, c'est-à-dire que l'autre, en fait, alors quand je dis qu'elle est essentielle, c'est vraiment au sens très fort, hein, c'est-à-dire que l'autre fait partie de notre essence. Hein, comme disait le professeur Labourie, hein, nous sommes les autres, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de moi sans les autres. Un moi un être humain qui se trouverait seul ne pourrait même pas constituer son propre moi. Donc la présence des autres est nécessaire. Et donc, nous avons besoin d'eux pour qu'ils s'occupent de nous, hein, pour la survie, mais aussi pour pouvoir grandir, nous édifier, nous avons besoin hein, de leur amour. Des expériences ont été faites hein, qui montrent que si on ne fait que s'occuper des enfants, c'est-à-dire leur donner à manger, voilà, faire le strict nécessaire pour leur survie, hein, si on ne les touche pas, si on ne leur parle pas, s'il n'y a pas d'affect, hein, d'affectivité, eh bien, ils se laissent mourir. C'est Frédéric II qui avait essayé de faire ce genre d'expérience. Alors lui, c'était dans un autre objectif, c'était pour voir si le langage était naturel, le fait de parler. Donc, sans les autres, hein, nous ne pouvons donc pas nous humaniser. Ça, c'est un point important. Ça a vraiment un lien avec la morale, hein, c'est vraiment, je pense, primordial. C'est eux qui vont s'occuper de nous, qui vont nous protéger, qui vont nous apprendre à marcher. Hein, si un enfant ne voit pas d'autres humains autour de lui debout,
ben, il ne se mettra pas debout. C'est eux qui vont nous apprendre à parler, et puis après tout le reste. Donc c'est par imitation et puis par identification que nous allons nous développer. Et par le phénomène, alors ça c'est des termes, des notions reprises à Mélanie Klein, hein, mais par le phénomène d'identification introjective, c'est-à-dire ce qu'on va assimiler, nous allons intégrer les règles morales sous forme de surmoi, ce qui va déterminer en nous la notion de respect. Mais nous allons aussi éprouver, et ça c'est une chose aussi importante, mais nous allons éprouver de la gratitude. Alors cette gratitude, évidemment, nous l'éprouvons, hein, elle ne se dit pas, hein, l'enfant ne parle pas, il est encore dans ce qu'il sent, dans ce qu'il ressent, hein, il n'est pas encore dans ce qu'il pense, mais voilà, il y a quelque chose de l'ordre de la gratitude qui va se former, donc par identification, hein, projective, ce qui va donc développer notre sentiment de sollicitude aussi, de sollicitude et peut-être aussi de solidarité au sens de ce qui fait lien entre nous. C'est Merleau-Ponty qui prend aussi une belle image. Je trouve que ça nous donne aussi peut-être une idée un peu du pourquoi de la morale, finalement, pourquoi, hein, nous sommes portés à la morale. Il prend l'image, en parlant d'humanité, il dit au fond, finalement, l'humanité, c'est comme une souche, hein, la souche d'un arbre dont chaque bourgeon serait l'un d'entre nous, mais qui en fait n'existerait que par le fait d'un enracinement commun. Hein, je pense que c'est cette idée-là qui est vraiment très importante. Donc tout ceci, alors dans le livre, hein, ça nous a amené aussi à la notion de sublimation, en particulier la sublimation morale, c'est-à-dire, hein, cette idée de Freud qui dit que voilà, nous sommes animés, hein, par une énergie pulsionnelle, et cette énergie pulsionnelle qui brute renvoie aux pulsions sexuelles, mais qui peut être, hein, utilisée, détournée vers des buts socialement valorisés. Buts socialement valorisés qui vont flatter notre narcissisme, mais ici pas forcément en un sens négatif. Hein, le narcissisme, on a toujours l'impression que ça renvoie à de l'égoïsme, à de l'égocentrisme. Hein. Là, plutôt au sens vraiment de l'amour qu'on peut se porter à soi-même. En nous donnant finalement peut-être une plus grande valeur, enfin voilà, une estime de soi. Hein, faut l'entendre comme ça ici. Alors, fort de tout ceci, hein, de cette élaboration du sujet, comment passer à l'idée de morale, idée donc qui exige la liberté, qui donc s'oppose à ces déterminismes inconscients dont je viens de parler. Alors, c'est ici qu'intervient, ou peut intervenir, parce que hélas, ça n'est pas toujours le cas, la raison. Et comme ce n'est pas toujours le cas, c'est pourquoi nous pouvons assister à différentes conduites morales, plus ou moins authentiques. Alors nous en avons retenu trois grandes familles, on pourrait dire ça comme ça. Là, c'est pareil, hein, je ne vais pas rentrer dans le détail. La première morale, la moins morale, j'ai envie de dire, renvoie au conformisme, ce qu'on évoquait un petit peu tout à l'heure, c'est-à-dire finalement à une adhésion complètement extérieure, automatique, c'est-à-dire qui n'est pas réfléchie, et qui peut même donner lieu, comme on a parlé Sartre, hein, à l'esprit de sérieux. L'esprit de sérieux, hein, c'est cette attitude que nous pouvons avoir, hein, quand nous croyons déjà que nous échappons à la contingence de l'existence, hein, en croyant que notre existence justement est nécessaire, et puis lorsque nous pensons qu'il existe des valeurs, des valeurs qui seraient a priori, hein, qui nous préexisteraient et qu'on aurait donc, hein, finalement qu'à suivre et auxquelles se rapporter. Il en parle plus dans L'être et le néant, mais aussi dans Saint-Genet comédien et martyr, et aussi dans une nouvelle de Sartre qui s'intitule Le Mur. Alors le livre de poche s'appelle Le Mur, mais dedans, non, c'est pas Le Mur d'ailleurs, c'est le livre de poche qui a repris le titre d'une des nouvelles. Mais celle où il explique vraiment cette idée d'esprit sérieux, c'est L'enfance d'un chef, que je vous recommande. Ça se dit très vite, mais c'est très éclairant, hein, je trouve. La deuxième conduite morale qu'on a abordée renvoie, elle, plutôt à la culpabilisation, à ce qu'on appelle aussi parfois morale de l'obligation. C'est celle qu'on va retrouver parfois dans les préconisations religieuses. C'est par exemple, alors peut-être à outrance, hein, mais c'est avec outrance, c'est ce que fait Nietzsche, hein, en la dénonçant dans La généalogie de la morale. C'est une morale peut-être qui croit peu en l'homme, peu en sa capacité justement d'être responsable, de s'engager.
et qui finalement refuse d'assumer la liberté, qui n'est donc en fait pas complètement une morale, hein, mais juste l'expression du refus d'assumer l'angoisse de l'existence humaine. Alors la troisième forme que peut emprunter la relation entre le moi et la morale est celle qui comprend. Alors comprendre, hein, étymologiquement, ça veut dire prendre avec soi. Donc ici, c'est vraiment dans ce sens-là, hein, c'est au sens de s'approprier. Donc une morale qui s'approprie, mais qui aussi fait sens et qui comprend donc l'enjeu moral qui permet au moi d'atteindre à la plus grande, hein, authenticité et dignité possible. C'est-à-dire à celle qui assume justement, hein, cette liberté dont chaque sujet, donc chacun d'entre nous dispose. Alors, une fois encore, hein, il ne s'agit pas de nier les déterminismes que nous subissons. Hein, nous sommes toujours en situation, hein, nous n'avons pas choisi l'époque, la famille, le lieu, etc., hein, dans laquelle, ces déterminismes avec lesquels nous sommes nés. Mais une fois plus, hein, comme dit Sartre, hein, il s'agit pas, nous sommes toujours en situation, donc il ne s'agit pas de nier nos déterminismes, mais il s'agit de décider ce que nous faisons de ces déterminismes. Et donc, c'est pour ça que nous pouvons affirmer que nous disposons d'une certaine liberté dans nos choix et que c'est nous qui décidons ainsi de poser les valeurs qui nous semblent bonnes, car, comme le dit Stirner, hein, dans l'unique et sa propriété, le moi, chacun d'entre nous, chaque conscience est la mesure de toute chose. Alors, même chose, hein, il ne s'agit pas de revenir à un relativisme, hein, au sens de Protagoras, et un relativisme moral. Mais ça veut dire qu'en fait, les valeurs ne préexistent pas aux humains. La nature est amorale, elle n'est ni bonne ni mauvaise, mais les valeurs morales n'existent que par notre liberté, ou comme dirait Spinoza, que par notre puissance d'exister. Donc c'est en cela. Et donc, si elles ne nous préexistent pas, ça veut bien dire que c'est nous, chacun d'entre nous, qui devons, hein, les choisir, ces valeurs. Alors le moi est moral et va poser des valeurs, alors pas simplement parce qu'il faut en poser, mais aussi justement pour justifier sur son existence, pour avoir une raison d'être. Il s'agit en fait pour le moi, hein, de pouvoir s'aimer, de pouvoir s'estimer, en se choisissant justement à travers les valeurs qu'il pose. Alors, dans les livres, on n'y a pas fait référence, hein, mais il y a un philosophe espagnol contemporain, je crois qu'il vit toujours, c'est Sabater, qui a écrit un livre qui s'appelle Éthique à l'usage de mon fils. Alors, c'est un livre, hein, qui est fait normalement pour les adolescents, mais je crois que même à notre âge, on peut encore le lire parce qu'il est toujours aussi pertinent. Où il explique finalement, voilà, c'est ça, c'est au fond, hein, qu'est-ce qu'on veut être, qui on veut être, est-ce qu'on a envie d'être quelqu'un d'intéressant, d'être quelqu'un de bien, ou est-ce que, bon, on se moque, hein, d'être quelqu'un de cynique ou pas. Donc voilà, donc aussi petit livre à recommander qui est très intéressant. Donc, le moi se fait donc un projet, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure avec la notion d'existence, hein, il est dépassement de lui-même et assume sa liberté. Alors, paradoxalement, toujours en apparence, hein, la morale relève donc d'une exigence singulière qui permet de justifier l'existence du moi, lequel ne peut revenir ni même venir à lui-même que par l'intermédiaire d'autrui. C'est là où on fait le lien avec la morale, hein, puisque la morale concerne nos relations avec les autres. Hein. Si j'étais seule au monde, la question morale ne se poserait pas. Et d'ailleurs, je ne me poserais pas de questions. Le moi, hein, comme on l'a vu, est dans sa constitution même un être relationnel, c'est-à-dire, hein, qu'il est aussi, et s'il est intrinsèquement libre, il est aussi intrinsèquement lié à autrui, auquel il va demander amour et reconnaissance. Et donc, comme on le disait au début, la morale, hein, ce n'est pas une adjonction extérieure, accidentelle. Elle s'élabore, hein, dès que le sujet se constitue, et ça va être valable pour tous les sujets. Et comment ça va fonctionner? Eh bien, c'est ce que chacun va exiger pour lui-même. Le respect, la reconnaissance, la sollicitude, etc. S'il est conséquent, il va devoir l'exiger pour tous les autres. C'est le principe de réciprocité qu'on pourrait aussi rapprocher de la troisième formulation de l'impératif kantien. Hein. Je ne veux pas vous la redonner, mais en gros, c'est l'idée que je vais reconnaître l'humanité en ma personne et en celle des autres. Et
Et pourquoi? Parce qu'on ne peut pas avoir la reconnaissance et l'amour d'êtres qui n'éprouvent pas reconnaissance et amour. On ne peut pas chercher la reconnaissance, je ne sais pas moi, de son chien, de sa chaise. On peut demander cette reconnaissance que de la part d'êtres qui exigent la même chose. D'où l'idée et la nécessité de la sollicitude, donc intimement liée à l'estime de soi. De toute façon, pour estimer les autres, d'ailleurs comme pour aimer les autres, eh bien, il faut un peu s'aimer quand même soi-même, un peu s'estimer soi-même, parce que au fond, si on n'a aucune estime de soi, c'est compliqué de pouvoir en avoir pour les autres. Donc voilà, donc j'en arrive au bout là, de cette présentation de cette deuxième partie. Tout cela va être possible en fait, parce que c'est vrai que c'est peut-être pas évident. Alors, c'est vrai que ça va être possible grâce à la réflexion, au recul, qui eux-mêmes vont être possibles justement à l'amour, à la confiance qui nous a été donnée, à l'éducation, qui doivent justement être exigence et pas seulement bienveillance. C'est un mot qui est devenu à la mode aussi dans l'éducation. Je trouve que c'est un terme qui est insupportable parce que bien souvent, cette bienveillance n'est que condescendance et facilité. Et donc c'est vrai que ça passe par tout ça, mais en même temps, ça ne demande pas des connaissances, des connaissances encyclopédiques. Ça demande juste finalement d'assumer cette humanité qui est en nous. Donc il s'agit aussi d'assumer notre subjectivité et la liberté. Donc voilà, nous sommes soumis à un certain nombre de déterminations ou de déterminismes, mais par la réflexion, par la connaissance de soi, la relation à l'autre, la liberté, eh bien, nous pouvons faire, en tout cas c'est ce que nous pensons, c'est ce que nous espérons, nous pouvons faire le choix d'une morale ouverte, fondée sur la responsabilité, sur l'engagement, sur la sincérité, et sur la prise en main de notre propre existence. Alors c'est vrai que ça fait peut-être anachronique aujourd'hui d'évoquer ces notions en les disant, ça me paraît un peu bizarre, mais pourtant, il n'y a sans doute pas d'autre choix. Donc, il n'y a pas d'antinomie. Je vais parler de paradoxe apparent. Il n'y a pas d'antinomie, c'est-à-dire une antinomie, c'est une contradiction insoluble. Donc là, il n'y en a pas entre le moi et la morale, puisque la morale va être le moyen pour le moi de se donner un sens. Donc voilà pour la deuxième partie. Et puis la troisième partie, on a essayé d'aborder quelques questions, justement en se plaçant en se plaçant du point de vue de notre réflexion. Et donc, il y a une dizaine de questions, si je me souviens bien, à peu près, je ne sais plus. Et puis, voilà, donc Denis en a parlé tout à l'heure. Je ne sais pas, comme question, on a les affaires peuvent-elles être éthiques? Ça aussi, c'est une drôle d'idée, c'est une drôle de question. Avons-nous des devoirs envers nous-mêmes? Jusqu'où va la responsabilité, la question de la protection sociale? Enfin voilà, il y en a toute une série. Et puis, je vais te laisser la parole pour la conclusion générale. Oui. Oui, avons-nous des devoirs envers nous-mêmes? Par exemple, les minimalistes comme Chien disent « nous n'avons pas de devoirs envers nous-mêmes ». Voilà. Nous pensons que nous avons des devoirs envers nous-mêmes. Dès lors qu'on est universaliste, on est inclus soi-même dans l'universalité. Bon, je crois qu'effectivement, pour ce que nous disons peut paraître, je crois que quand on présente la chose comme ça, en résumé, on a l'air absolument ringard. J'ai l'impression qu'il y a une autre époque. Bon, bref. Oui, je crois que c'est surtout les troubles de notre époque qui nous obligent à réaffirmer des choses qui sont à notre sens aussi évidentes. Troubles de l'époque, alors qui sont amplifiés par la toute-puissance de la propagande. D'ailleurs, nous avons cessé, nous, d'écouter la radio et de regarder la télévision, parce que ça commence à bien faire. Propagande qui est amplifiée par les réseaux sociaux, par les moyens de communication en tout genre, où des choses absolument invraisemblables peuvent devenir des évidences. Bon. Deuxièmement, autre caractéristique de notre époque, c'est ce que Taguieff avait baptisé le bougisme. Voilà, tout doit toujours changer. C'est comme dans les magasins,
tout doit être liquidé, tout dehors, hein, tout au fuori, ils disent en italien, tout dehors, à tout moment. C'est-à-dire que nous ne devons rien avoir de solide. Et tous les principes moraux sont en solde, en quelque sorte. Alors, donc, comme je l'ai répété, parce que c'est vraiment le leitmotiv de notre travail, hein, la morale n'est ni l'acceptation d'une convention extérieure, ni simplement le résultat d'une réflexion rationnelle. Ce n'est pas le résultat d'un bon calcul. Je vais être bon parce que j'ai calculé que c'est quand même rentable d'être bon. C'est un peu Kant qui prend cet exemple, qui dit le commerçant qui est honnête parce qu'il sait que sa malhonnêteté finirait par ruiner ses affaires, en réalité, ne met aucune moralité dans son honnêteté. Et quand bien même serait-il foncièrement un homme honnête, on peut toujours soupçonner son honnêteté d'être motivée par des raisons intéressées. Voilà. Donc, ce n'est pas une rationalité calculatrice qui doit nous déterminer. En fait, nous sommes des êtres moraux, Marie-Pierre l'a développé, hein, parce que nous entrons dans l'ordre symbolique. Voilà. Ça, c'est ce que Freud dit, répète, et qu'on a beaucoup critiqué ces derniers temps. Voilà, c'est la manière dont Freud pose la question de l'ordre symbolique, de l'intervention de la loi comme ce qui structure le sujet. Eh bien, toutes ces questions-là, nous pensons, nous, que c'est bien par là que ça se fait. Et c'est précisément parce que nous entrons dans cet ordre symbolique que nous apprenons à repérer ce que Lacan appelle la logique des places, hein, la mère, le père et moi, l'imaginaire, le réel et le symbolique, hein, que nous pouvons être des êtres de raison. Bien sûr. Si cet ordre symbolique s'effondre, la raison s'effondre aussi. Oui, on devient fou. Oui, on devient littéralement fou. Y a un penseur pas très connu, pas très invité dans les chaînes de radio et de télé, qui est Pierre Legendre, qui a développé tout ça avec une grande force et il a mis toute son érudition au service de ses analyses. Bon. Et ce à quoi nous sommes confrontés aujourd'hui, c'est ce qu'on pourrait appeler un véritable processus de désubjectivation. Il s'agit de retirer à l'homme sa qualité de sujet. En en faisant un individu. Oui, en faisant simplement un individu. D'ailleurs, un individu, cet individu, ça s'incarne de police, c'est l'individu qui est passé là. Bon. Et alors, ça se passe par toutes sortes de biais, mais en particulier, j'en citais deux de ces biais. Le premier, c'est tout ce qui se développe autour des neurosciences. Au fond, nous ne serions qu'un amas de cellules. Voilà. Un peu organisé, tout ça. Au fond, exactement comme un ordinateur est un amas de transistors dans des circuits intégrés, ben nous ne serions qu'un amas de cellules. Et puis, la deuxième chose, c'est l'idée que ce qui fait l'intelligence humaine, au fond de compte, pourrait très bien être fait par une machine. C'est tout ce qui se trame autour de la prétendue intelligence artificielle, qui est tout sauf intelligente. Parce que, alors je me permets, qui est justement tout sauf intelligente, parce que justement, elle n'a aucun affect. Oui, elle n'a aucun affect. Voilà, ouais. Une machine ne sent rien, ne pense rien, justement parce qu'elle ne sent rien. Bon, voilà. Alors, il s'agit donc, je crois, de reposer les bases de quelque chose qu'on pourrait appeler une décence commune, quoi. Il faut réapprendre, par exemple, vis-à-vis de tous les fanatiques de la technoscience, que tout n'est pas possible et que même tout ce qui est possible n'est pas nécessairement souhaitable. Voilà. Et donc réapprendre le sens de la limite. Voilà. J'allais dire le sens commun, mais là ça va m'entraîner sur une mauvaise pente. Voilà. Eh bien, je vous remercie de nous avoir écoutés. Merci beaucoup Marie-Pierre, merci Denis. Donc le débat est ouvert. Je dirais en introduction que ce livre est important pour nous. Je le dis sans flatterie, Denis sait que je ne suis pas un flatteur. Il est important parce que nous sommes une organisation et que politique, et que nous sommes obligés de nous poser des questions et d'apporter des réponses à nous-mêmes qui touchent au domaine moral.
Et c'est toutes les lois, depuis les lois sociétales, mariage pour tous, PMA en ce moment, nous sommes requis, nous sommes obligés de nous prononcer. Or, c'est extrêmement délicat puisque dans notre organisation, il y a toutes les formes de religion et d'areligion. Donc, il n'y a pas de morale commune évidente. Il y en a qui sont chrétiens, d'autres musulmans, etc., d'autres athées ou agnostiques. Et ça nous a posé des problèmes extrêmement compliqués quand on a été obligé de trouver une position commune sur la question du mariage pour tous ou sur la question de la PMA. Et je dirais que, bon, votre livre, justement, nous permet de trouver, justement, des références en dehors du champ strictement politique qui nous permettent, en fait, de prendre des positions ou, en tout cas, de discuter les uns et les autres, je dirais, en toute connaissance de cause, en sachant que qui relève de la morale, comme vous l'expliquez, a sa rationalité, ses sources dans l'histoire, etc. Voilà, donc en tout cas, pour moi, c'est un livre extrêmement important du point de vue d'une organisation politique, d'une organisation sociale, et également naturellement sur le plan des choix personnels que l'on peut faire, de l'attitude par rapport à un certain nombre de thèmes qui sont développés dans notre société. Voilà, mais naturellement, j'ajouterais que comme je connais Denis comme militant, et Jacques Cotta qui vient de nous rejoindre, et que ce sont tous les deux des militants de l'émancipation, n'est-ce pas? C'est ce qui est inscrit sur votre blog commun. Or, vous écrivez tous les deux, Marie-Pierre et Denis, que justement, il y a des limites, il y a des lois, il y a des règles. Vous, à la fin du livre, vous dites, je sais que Denis est un révolutionnaire conséquent, vous dites qu'il faut être à la fois révolutionnaire et conservateur, n'est-ce pas? C'est page 291. 291. Le révolutionnaire et le conservateur ne s'opposent pas, mais s'unissent. Et après, vous dites que on ne peut pas refuser les ancêtres avec un grand A, qu'on ne peut pas mépriser le passé, et que bon voilà, c'est tout votre livre est ça d'ailleurs. C'est un retour vers tout un passé philosophique extrêmement important et qui structure effectivement notre civilisation. Alors, je voudrais bien savoir ce qu'il en est de ce rapport entre l'émancipation, la révolution et la conservation. Ouais. Je vais commencer à répondre peut-être sur la conservation, un petit peu sur l'émancipation. Je te laisserai continuer sur l'émancipation et la révolution. Sur la conservation, ben oui, en fait, cette idée d'être conservateur, c'est de conserver ce qui nous préexiste, parce que comme on l'a expliqué, c'est bien des autres que nous sommes ce que nous sommes, et cela s'est construit tout au long de l'histoire humaine, et tout ce que nous savons aujourd'hui, c'est parce que ça nous a été transmis. C'est vrai que tout à l'heure, hein, j'évoquais aussi cette notion d'éducation, et qu'on est complètement en train de galvauder, hein, en disant, ben non, en fait, d'ailleurs, on parle plus d'instruction, mais d'éducation, mais c'est même plus de l'éducation, hein, c'est pour ça aussi que j'utilisais ce terme de bienveillance. Il ne s'agit plus, en fait, de transmettre, hein,
c'est comme si on voulait faire table rase et puis que justement chaque individu, c'est pour ça que c'est important de faire distinction entre individu et sujet, parce que les individus sont séparés alors que les sujets, ils se constituent ensemble, et que donc on ne peut pas penser à partir de rien, hein. Quand on fait de la philosophie, on ne commence pas comme ça à philosopher, hein. La pensée, c'est quelque chose qui nous préexiste et qui continue d'exister après nous, hein, qui est éternel, et on se retrouve dans cette pensée, hein. On se retrouve quand on lit Platon ou qu'on lit, je ne sais pas, ou Kant, etc., on se retrouve, ou Spinoza, on se retrouve à être d'accord avec ce qu'ils disent, parce que justement, c'est la vérité de la pensée. Et donc, c'est essentiellement important, hein, de garder ça comme base, comme fondement, et c'est ce qui va nous permettre, par cette connaissance, par cette appropriation, justement de nous libérer. À l'émancipation, hein, c'est l'idée de se libérer. Alors toi, tu diras peut-être plus sur le plan social ou politique, mais ne serait-ce que c'est Spinoza qui explique ça très bien, hein, de se libérer finalement, hein, de toutes les craintes, de toutes nos ignorances, de toutes nos illusions, et on ne le peut que parce qu'on a conservé des choses du passé qui nous ont été transmises et sur lesquelles on construit par la suite. Alors après, je te laisse la parole pour l'émancipation, oui, peut-être plus sociale et politique. Quand même, deux mots sur la conservation. C'est Régis Debray qui raconte ça, que croisant un jour Sandrone dans Paris, ils vont boire un café ensemble et ils se demandent pourquoi eux, qui ont une bonne éducation bien classique, qui ont été des cagneux et tout, pourquoi eux, ils sont devenus révolutionnaires. Et la réponse finalement de Debray dit, c'est justement pour ça. On est devenu révolutionnaire parce qu'on représentait la conservation du passé. Et je trouve que c'est assez juste, ça. L'éducation, c'est ça, voilà, c'est conserver de toute façon. Et inversement, à notre époque, là aussi, c'est le genre qui dit ça. Il dit, qu'est-ce qu'a été l'extermination des Juifs d'Europe? Il dit, ça a été le meurtre des ancêtres. Le meurtre des ancêtres. Et je crois que cette idée du meurtre des ancêtres, qui est le début et l'horreur absolue du XXe siècle, mais qui nous menace. Hein. Oui, c'est la barbarie. Quand on ne peut pas liquider les pères, hein, je veux dire les choses très simplement, parce que c'est encore cette idée de meurtre des ancêtres, se débarrasser de ce qui était avant nous. Mais ce qui était avant nous, c'est ce que nous sommes. Ouais. Nous sommes le résultat de tout ça. Hein. Nous ne nous sommes pas faits nous-mêmes. Et l'homme qui se fait lui-même, ça s'appelle en américain self-made man. Et c'est l'idéal du libéralisme économique, se faire soi-même. Et non, c'est pour ça qu'on peut être révolutionnaire, parce que précisément, nous refusons ce précepte de base de la société dans laquelle nous vivons, dans laquelle l'homme se fait lui-même. Non, nous ne nous faisons pas de nous-mêmes, nous dépendons des autres, nous sommes le résultat des autres, et nous-mêmes, nous serons les ancêtres de ceux qui viennent après nous. C'est pour ça que nous avons des responsabilités morales à l'égard de ceux qui viennent après nous, ce que Brecht appelle « Nachgeborenen », hein, ceux qui naissent après nous. Il y a un beau poème de Brecht sur ce sujet. Voilà. Alors, l'émancipation, c'est quoi par rapport à ça? Pour revenir à Spinoza, Spinoza dit « L'homme qui vit selon la raison est parfaitement libre. » Voilà. La liberté, c'est vivre selon la raison. Et c'est donc être capable, non pas de vivre sans loi, mais être capable d'assumer la loi qu'on se donne. Voilà. Mais ça, là-dessus, on est encore ultra-conservateur, parce que Spinoza, c'est Rousseau aussi. Hein. La liberté, c'est quand la liberté, c'est pas autre chose que se donner soi-même la loi. À laquelle on va obéir. À laquelle on va obéir à la loi, et la loi qui doit être la volonté générale. Qui doit être la loi, le bien commun. Le bien commun, c'est la loi de tous. Et de ce point de vue-là, nous s'inscrit complètement dans la tradition, hein, les traditionnalistes, pas des déconstructeurs en philosophie. Voilà. Et c'est pour ça qu'il faut être à la fois conservateur et révolutionnaire. Révolutionnaire parce que conservateur, et conservateur parce que révolutionnaire. Ça se voit d'ailleurs dans tous les aspects de la vie. Moi, je suis pour conserver les acquis sociaux. Je suis pour conserver les libertés. Je suis pour conserver tout ce que notre civilisation a gagné. Hein. On ne fait plus beaucoup de profs maintenant parce qu'on a un peu quitté l'éducation nationale tous les deux, mais... En réalité, ce que nous avons toujours défendu comme professeurs, c'était l'idée que le but principal de l'école, c'est de transmettre le passé. Précisément pour que ceux qui viennent soient capables de faire eux-mêmes leur propre vie. Mais si nous leur transmettions pas le passé, ils ne seraient pas capables de faire leur propre vie. C'est nous qui leur dirions, voilà comment être révolutionnaire.
Mais un professeur, son rôle n'est pas d'enseigner la révolution aux élèves. Son rôle, c'est d'enseigner le latin, le grec, la philosophie, les mathématiques du passé, pour que le nouveau puisse advenir. Voilà. Très bien, tout à fait. Tu as très bien répondu. Bon, naturellement, le débat est ouvert. Je me tais maintenant. Je vous laisse la parole. Samuel, c'est Samuel. Ouvre ton micro, Samuel. Voilà. Oui, bonsoir. Alors, merci beaucoup pour cette présentation très, très, très stimulante de votre ouvrage. Dans la conclusion, c'est Denis qui a évoqué cette notion qu'on croise chez George Orwell, je crois, j'en suis sûr même, c'est la décence commune, alors qu'il appelle Common Decency, et que Jean-Claude Michéa définit dans Orwell Anarchist Theory, justement on parlait de révolution et de conservation, définit comme le sens des choses qui ne se font pas, je crois, de mémoire. Et je me demandais si c'était une forme de morale qu'on pourrait qualifier d'immanente, et si elle est seulement européocentrée, ou si on peut la croiser dans d'autres pensées ailleurs qu'en Europe. Voilà, c'est simplement quelques interrogations que j'aurais voulu avoir des éclaircissements par rapport à ça. C'est universel. Oui, moi je crois que c'est universel. Enfin, mes connaissances sur les autres morales sont... Mais bon, pour avoir lu un peu les Confucéens, d'ailleurs, on ne trouve pas de grande différence. Hein. La manière d'aborder les problèmes chez Confucius, par exemple, est très différente d'Aristote. Elle est beaucoup moins problématique. Confucius, il dit, voilà, c'est comme ça, discutez pas. Alors qu'Aristote, il dit, ah, on dit ça, mais alors on dit ça, puis il y a un autre qui dit ça, et puis peut-être qu'à la fin, il faudrait penser ça. Donc il y a une plus grande problématisation chez Aristote, mais sur le fond, il ne pense pas des choses très différentes. Oui, puis même chez les penseurs musulmans, chez Averroès et tout ça, il y a quand même cette idée. Enfin, je pense que ce qui fait le point commun partout, après ça se décline peut-être un petit peu différemment hein, selon les cultures, selon les croyances, mais c'est quand même ce qui fait le point commun, c'est cette humanité qu'on partage. Et c'est ça, je pense que le respect de l'humanité ne semble pas qu'il soit mis en question. Je parle bien au niveau philosophique, hein, en tout cas. Après, quelle forme ça peut prendre, ça peut être différent. Mais je crois qu'il y a quand même cette idée que, cette idée que ce qui importe, c'est l'être humain, peu importe sa culture, l'époque, sa couleur de peau, etc. Enfin, c'est au-delà. C'est vraiment dans son principe, hein, ce qui est l'être humain. Alors, je pense que cette idée, si elle n'est pas partagée, en tout cas par principe, elle est partageable. Je ne sais pas si on répond à votre question. Hein. Merci beaucoup. Casimir a levé la main. Oui, alors j'aurais une question. Enfin, c'est peut-être plutôt un éclaircissement. Je vous ai écouté attentivement. Vous avez commencé la conférence en évoquant un petit peu les tendances politiques et intellectuelles de l'époque, et notamment le fait que la morale est mise en avant pour se positionner de manière un petit peu automatique, notamment sur les débats de société. Mais si je vous écoute bien, il n'y a véritablement de morale qu'à partir du moment où l'individu est capable de réfléchir sur ses propres valeurs et ce qu'il entend véhiculer et suivre comme précepte. Alors, j'en conclus donc que ce à quoi on assiste aujourd'hui dans le débat public, c'est-à-dire tout juger au vu des valeurs qui seraient celles de notre époque, en fait, ce n'est pas de la morale. Ça ne répond pas à votre définition de la morale. Alors, qu'est-ce que c'est ? Comment est-ce qu'on pourrait qualifier ça ? Ce qui se passe aujourd'hui, c'est ça hein ? Oui. Cette manière, en fait, de faire valoir une morale et des valeurs qui seraient celles de l'époque, mais qui, en fait, ne répondent pas à une réflexion sur l'époque. Mais je ne sais pas si je vais bien répondre. Hein. Je laisserai peut-être Denis aussi, mais je pense que ce qui se passe aujourd'hui, c'est que justement,
L'idéologie, c'est pas l'idéologie au sens du pensée qu'on voudrait préformater, qu'on voudrait transmettre. L'idéologie, c'est vraiment ce que l'on pense malgré soi, presque. C'est la manière dont on pense sans s'en apercevoir. En fait, elle revendique, ça vaut, je pense aussi, même pour nous, même quand on est prévenu, cette idée de l'individu avec ses désirs. Et c'est vraiment, moi je crois que c'est lié au développement de l'individualisme, et c'est peut-être lié aussi au développement déjà qu'on trouve chez Descartes, cette idée du sujet qui va être le point de départ de la connaissance, etc. Donc cette valorisation du sujet, mais en même temps de l'individu, et qui a peut-être donné lieu à une forme de dérive qui est, au fond, ce qui importe, alors je vais aller très vite parce que c'est mal dit ce que je vais dire, mais ce qui importe, c'est mon désir ou le désir de mon groupe qui va s'opposer au désir d'un autre groupe. Et donc, on voit qu'il n'y a pas possibilité d'universalisation puisqu'on va se trouver face à des désirs ou des intérêts qui vont être contradictoires. Donc, comment on pourrait appeler ça, moi, comment on appelle ça, des défenses d'intérêts particuliers je ne sais pas comment... Pour donner un mot, c'est nihilisme. C'est le refus de toute valeur morale. Dès lors que c'est le désir qui devient la loi, parce que même certains groupes religieux revendiquent leurs droits spécifiques au nom de leur désir, au fond. C'est mon désir de mettre la burqa. C'est mon désir de vivre comme je veux. Si on prend par exemple la coexistence des religions, qui est le fait du pluralisme, qui est reconnu en Europe, alors si on peut remonter loin, aux années 1500, quand on a reconnu au moins qu'il pouvait y avoir des royaumes avec des théologies chrétiennes différentes sur leur roi, on a déjà reconnu le pluralisme sur on en déduit aujourd'hui que chacun a le droit, je vois ça dans des tracts politiques en ce moment, c'est pour ça que je le cite, chacun a le droit de vivre la religion de son choix de la manière dont il l'a décidé. Quand on réfléchit bien, c'est ahurissant cette idée-là. Supposez que quelqu'un vienne avec une religion qui pratique les sacrifices humains, tout le monde a connu ça, il aurait le droit de sacrifier. Non, il y a une loi commune qui s'impose à tous. Par exemple, qui interdit chez nous la polygamie. C'est une loi commune. Et ce n'est pas au nom du fait que ma religion admet la polygamie que je vais réclamer que mon désir soit satisfait. Et c'est très curieux, c'est pour ça dire que les manifestations de fanatisme religieux, dont on parle beaucoup aujourd'hui, notamment du côté de l'islamisme, ont un côté ultramoderne. Parce que l'islam le plus traditionnaliste, le plus bigot, le plus obscurantiste est revendiqué au nom de cette revendication moderne de la primauté du désir. C'est celle qu'on trouve aussi dans toutes les revendications sociétales. Mon désir d'enfant est au-dessus de tout le reste. Ah non, ce qui est au-dessus de tout le reste, c'est la situation que je fais à celui qui vient après moi. Il y a un article assez marrant de Anselme Jappe, paru, qui a été repris par le site Pièces et main-d'œuvre, qui dit qu'on a droit à un oncle aussi. Voilà, chaque enfant, il a des droits, il a le droit d'avoir un père et une mère, puis c'est tout. On n'a pas à juger, nous, en fonction de notre désir individuel. Voilà, c'est ça, je crois. Oui, et puis surtout, ça en fait des objets. Oui, voilà, oui, parce qu'en plus, dans le cas des enfants, effectivement, c'est que là, on transforme l'enfant en objet du désir. C'est tout autre chose qu'un être à qui on veut donner la vie. Et voilà. D'ailleurs, c'est parce qu'on se veut des créateurs et non pas simplement des procréateurs. Là aussi, c'est qu'on a perdu tout sens des limites. Voilà, nous ne faisons pas des enfants. Nous ne sommes pas Dieu. Nous sommes simplement là pour transmettre, encore, comme dans l'ordre culturel. D'accord, merci. Guillaume a levé la main. Du coup, je vais continuer indirectement la question de Casimir. En fait, je vais revenir sur ce que disait, je crois que c'est Marie-Pierre qui en parlait. Vous expliquiez que les êtres vivent, seuls les humains existent. Il me semble que c'est ce que vous disiez. Et la semaine dernière, on avait une conférence sur l'antispécisme, où justement, en fait, les antispécistes, eux, considèrent qu'il y a des animaux humains et des animaux non humains.
Du coup, oui, je sais, ça peut faire hérisser les poils, moi le premier. Et du coup, on est d'accord qu'à partir de là, la morale ne s'élabore plus, puisqu'il n'y a plus de distinguo entre... Non. Pour ces gens, il n'y a plus de distinguo entre l'humain et le non-humain, de facto. Donc ces gens s'extraient de la morale. La question est simple, mais est-ce que ces gens s'extraient tout simplement de la morale Oui, parce que si on met tout sur le même plan, si on met tous les autres, il ne s'agit pas on a des devoirs envers les animaux, il ne s'agit pas de les maltraiter, soyons clairs, ce n'est pas du tout le propos, il ne s'agit pas de faire comme s'il n'avait aucune espèce d'importance, c'est pas ça le propos. Mais la morale, on a vu qu'elle était possible parce que nous sommes libres. Mais la morale, elle suppose donc l'engagement, c'est-à-dire quand nous faisons quelque chose, nous devons assumer la responsabilité de ce que nous avons fait. Donc si nous mettons tout sur le même plan, il va falloir refaire comme au Moyen-Âge, juger les animaux. Puisque si on accorde qu'ils sont comme nous libres, comme nous responsables, parce qu'il n'y a pas de morale sans cela, comme nous capables de réfléchir, eh bien, il faut aussi qu'ils puissent assumer. Et on voit bien que c'est absurde. On voit bien que c'est... Et tout ça, c'est encore une fois, contrairement à ce que voudraient dire ces gens-là, c'est de l'anthropomorphisme, en fait. On projette notre manière d'être sur les autres espèces et, en fait, on veut les assimiler à ce que nous sommes, comme quand je ne sais plus qui disait, il faudrait finalement apprendre aux lions, rééduquer les lions afin qu'ils ne tuent pas les gazelles ou les antilopes. Mais on voit quand même là que c'est non seulement absurde, mais c'est complètement immodeste. Et puis, c'est un grand manque de respect des animaux finalement. Oui, au final, en fait, ils ont encore moins de respect pour les animaux que ceux qui sont censés combattre. Oui, me semble-t-il, parce que ça veut dire que c'est idiot c'est idiot. Ça me semble, ça veut dire une chose, quand on dit que ça n'a pas de sens, c'est idiot, mais ça n'a pas de sens. Ou alors, c'est qu'il faut que les autres espèces répondent de leurs actes. Et on voit bien qu'elles ne sont pas... et là, il ne s'agit pas de mépriser les autres espèces, ça n'a rien à voir. Elles sont différentes, il y a des espèces, et il y a des différences entre les espèces. Notre particularité, à nous humains, c'est de posséder une conscience, cette capacité de penser, de réfléchir, de nous réfléchir nous-mêmes, de nous projeter et d'être responsable. Et ce qui fait d'ailleurs une des différences aussi entre nous et les autres espèces, il n'y a que les humains qui sont cruels, qui peuvent être cruels, parce qu'ils se représentent la souffrance qu'ils peuvent infliger. Les animaux ne sont pas cruels. Quand un chat, on dit un chat joue avec une souris, ça lui fait plaisir de voir la souris souffrir. C'est de l'anthropomorphisme, on n'en sait rien ce que ça lui fait. Vous lui donnez une souris en tissu, il va avoir exactement le même, la même réaction. Donc voilà, je ne sais pas si ça répond. C'est très clair, merci. Tellement. Oui, alors si personne ne prend la parole tout de suite, je voudrais poser une question à vous deux. Pourquoi dites-vous que le genre est la dernière ruse du puritanisme ? Ça, c'est trop Denis. Oui. Ça, c'est Denis qui dit ça. C'est Denis, tout bon. Oui, dernière ruse, parce que le genre, c'est la fameuse théorie du genre. Oui. Nous connaissons quand même un genre qui s'appelle le genre humain. À l'intérieur du genre humain, d'ailleurs, nous sommes une espèce, les Homo sapiens, selon la classification actuelle. Et la théorie du genre, qui consiste à dire qu'au fond, il n'y a pas de différence sérieuse entre hommes et femmes, et qu'on a le droit d'être, homme le matin, femme l'après-midi, les deux le soir, et qu'au fond, personne n'a rien à dire à ce sujet. C'est vrai. Alors, ce qui est vrai, personne n'a rien à dire à ce sujet. Oui, voilà. Le problème est le suivant. Nous n'avons rien à dire quant au choix ou au non-choix parfois que les individus font en ce qui concerne la conduite de leur vie privée dès lors qu'elle
ne trouble pas l'ordre public, pour rester dans le domaine de la loi, et dès lors que les autres ne sont pas impactés. Au fond, on accepte, et puis si on ne l'acceptait pas, ça ne change rien de toute façon, que chacun puisse trouver son plaisir où il le juge bon. Voilà. Le fait qu'un homme puisse préférer les hommes et une femme puisse préférer les femmes n'est pas la question. Ça semble parfaitement logique. Par contre, ce qui se fait avec la théorie du genre, c'est l'idée qu'en réalité, il faut débarrasser l'humanité de l'abominable suggestion sexuelle. C'est-à-dire le fait que l'humanité est duelle, elle est faite d'hommes et de femmes, et qu'elle ne peut se poursuivre et continuer que dès lors que les hommes continuent de rencontrer les femmes et réciproquement, et éventuellement font des enfants ensemble. Et la théorie du genre vise à débarrasser l'humanité de ça. Alors, c'est une vieille affaire, parce que Freud déjà expliquait ça dans une lettre à Jung, je crois, ou à Jones, pardon, une lettre à Jones. Il disait, le premier qui viendra annoncer à l'humanité qu'il la débarrasse de la suggestion sexuelle sera accueilli comme un libérateur. Freud va des fois très très loin, parce qu'effectivement, ça nous pose un problème, parce que la vie entre les hommes et les femmes suppose que chacun de nous accepte cette différence absolue qui est la différence des sexes. C'est la différence absolue parce que nous sommes les mêmes et nous sommes en même temps radicalement différents. Alors, Hegel, lui, il a toujours une solution, hein. C'est un grand dialecticien. Il dit, voilà, il dit, qu'est-ce que c'est que le couple humain? L'homme et la femme, c'est l'humanité réalisée, parce que c'est l'unité de la différence. Voilà. Alors ça, c'est difficile à vivre au jour le jour, parce que l'autre est toujours radicalement autre. C'est encore Freud qui se demandait que veut la femme, hein? Was will das Weib, disait-il, que veut la femme? Voilà, pour tous les hommes, un sujet d'interrogation. Mais voilà, la théorie du genre vise à dire, mais non, tout ça, ça n'existe pas. Ce qui compte, c'est que chacun choisit qui il est. Ça, c'est la théorie queer, hein, en fait. Parce qu'on mélange tout de nos jours. Je vois qu'il y a un site qui s'appelle LGBTQ, et puis il y en a d'autres encore derrière, j'ai oublié. Je crois qu'ils ont déjà épuisé toutes les lettres de l'alphabet. Cette théorie queer, c'est l'idée, on est assigné à rien du tout. L'homosexualité, c'est pas une théorie du jeu, c'est pas un genriste. Un homosexuel ou une homosexuelle, c'est quelqu'un qui dit « je préfère les gens qui sont de bon sexe », mais qui restent dans ce domaine-là, c'est tout. Un gars qui n'aime que les hommes, voilà. Mais c'est parce que c'est des hommes qui les aiment, pas parce qu'ils sont des hommes-femmes, des femmes-hommes, etc. Ils aiment parce que c'est des hommes. Et une femme qui préfère les femmes, c'est parce qu'elle les aime comme femmes. Donc l'homosexualité, elle, est complètement dans la vieille pensée de la division de l'humanité en sexes. Voilà, celle que nous raconte la Bible, après tout. Pour revenir aux origines de notre culture, la Genèse dit que Dieu a créé l'homme, homme et femme. Il a fait les deux. Voilà. On parle de ça. Alors que la théorie queer, c'est on veut s'émanciper de tout ça. Vous rencontrez quelqu'un, grand, baraqué, barbu, et si vous lui dites monsieur, il dit non, je ne suis pas monsieur aujourd'hui, enfin, vous m'avez insulté. Là, on est dans un monde de fous furieux. Voilà. Alors pourquoi ça conduit au puritanisme? Parce que l'idéal de tout ça, c'est qu'il faut en finir avec le sexe, avec les rapports sexuels. Et c'est pour ça qu'on développe en même temps que ces théories folles, on développe en même temps les moyens d'en finir avec les rapports sexuels. Ce qui se négocie sur la PMA, parce que la PMA, c'est la GPA en fait. Enfin, une minute là-dessus. La PMA, telle qu'elle est légalisée encore jusqu'en ce moment, elle est simplement une indication thérapeutique pour aider les couples infertiles à avoir des enfants. Donc là, on est dans la thérapie, on est dans la technique telle que l'a pensé Aristote. Aider la nature là où elle est un peu faiblarde. Mais la PMA pour toutes, ça signifie aussi, et ça je l'ai montré dans un article récent, que c'est en même temps la GPA pour tous. Et ça, c'est débarrasser la reproduction de l'humanité, débarrasser la filiation du rapport homme-femme. Et je pense que débarrasser l'humanité du rapport homme-femme, pour moi, c'est du puritanisme radical. C'est-à-dire qu'on n'a plus à se connaître, on n'a plus à se séduire, on n'a plus à partager des étreintes, etc. On n'a plus à être vivant, quoi. Voilà.
Je ne sais pas si j'ai répondu à la question, Bertrand. Si, tout à fait. D'ailleurs, effectivement, aujourd'hui même, tu as publié un article qui s'appelle « Nouveau pas en avant dans la réification de l'être humain », que effectivement je conseille pour ceux qui veulent connaître complètement l'analyse de Denis sur la question de la PMA qui est débattue en ce moment même à l'Assemblée nationale. Tant que j'y suis, puisque je donne des conseils de lecture, j'ai sur le blog de Denis Colin, il y a aussi un très intéressant article sur la pensée de Benedetto Croce. Pourquoi nous ne pouvons pas nous dire chrétiens? Denis y a fait allusion tout à l'heure, et c'est un article que je vous conseille. Vous le trouvez sur Internet facilement. Tu peux peut-être en dire un mot justement, puisque tout à l'heure tu parlais de transmission, Denis. Tu pourrais peut-être dire un mot de la pensée de Croce et de ce que tu en dis. Croce, c'est donc un philosophe, c'est un libéral, mais je crois qu'il croyait encore moins en Dieu que moi. Hein. Donc, c'est une raison de foi qui l'amène à écrire ça. C'est qu'il dit le christianisme a été la plus grande révolution dans l'histoire de l'humanité. Parce que c'est une révolution qui atteint l'intimité de l'homme. Elle fait de la conscience le point de départ. Au fond, et ça peut-être renvoie à notre réflexion sur la morale, hein, parce que les morales traditionnelles sont des morales qui sont imposées par la société. En fait, elles sont inculquées, il y a des rites d'initiation. Le christianisme, il fait cette chose absolument incroyable, c'est qu'il vous dit, mais non, c'est vous, c'est dans votre âme et conscience que tout se joue. Et Croce dit, c'est ça la grande révolution. Et il dit, tout le reste en découle. Il dit, c'est même plus important que les révolutions scientifiques. Quoi qu'ils disent que les révolutions scientifiques, notamment du XVIe, XVIIe siècle, hein, elles-mêmes sont des conséquences de cette liberté que le christianisme donne à l'homme. Bon, c'est Hegel aussi qui dit ça, il dit la grande invention du christianisme, c'est qu'il dit dans les tyrannies anciennes, il y avait un seul libre, le tyran, et tous les autres esclaves. Et chez les Grecs, il y avait quelques-uns qui étaient libres. Il dit le christianisme annonce que c'est l'homme lui-même qui est libre. Et je crois que c'est en ce sens-là que Croce est un hegelien aussi de sa manière qu'il développe. Alors, je cite Croce aussi parce que c'est pour éviter le sectarisme un peu bébête qui de temps en temps nous envahit. Croce a une histoire politique qui est tout à fait bizarre. Hein. Il commence sa vie comme... il est l'élève de Labriola et de Spaventa, c'est-à-dire Labriola, c'est quand même le grand ami d'Engels, et c'est l'introducteur de Marx en Italie. Hein. Et au départ, Croce est plutôt socialiste. D'ailleurs, il paye pour le premier journal socialiste italien. Dans les années 20, il va commencer par suivre Mussolini. Donc, c'est sûr qu'au départ, il était quand même radical socialiste aussi. Oui, alors Mussolini lui-même était venant de la gauche, hein, ça c'est clair. Il va suivre Mussolini, et puis à un moment donné, je crois que c'est en 25, il va rompre radicalement avec Mussolini. Alors, en disant que c'est une bande de voyous, quoi, les fascistes, il va créer une ligue antifasciste. Voilà. Alors, c'est un homme qui a des zigzags. Hein. Et on retient que... Et, voilà. Et souvent, on retient que ça. Il a soutenu Mussolini, ce qui est vrai. Et il a même soutenu l'assassinat de Matteotti. Enfin, il a voté contre une commission d'enquête sur l'assassinat de Matteotti, tout ça. C'est pas bien du tout hein, ce qu'il a fait Croce. Et en même temps, il me semble que c'est quand même un philosophe très important en Italie. C'est philosophe de l'histoire. Il est historien en même temps. Hein. Et voilà, c'est quelqu'un qui nous est précieux, je crois. J'en aurais d'autres sur les Italiens. Alors pourquoi nous ne pouvons pas ne pas nous dire chrétiens? Moi, c'est une phrase que je fais volontiers mienne. Je ne crois pas qu'existe. Hein. On ne croit pas qu'existe un Dieu transcendant en ce qui nous concerne. Étant des bons spinozistes, pour nous, il n'y a pas un Dieu en dehors du monde, il n'y a pas un Dieu personnel. Donc, en ce sens, ni l'un ni l'autre, nous sommes chrétiens. Pourtant, sur des questions aussi essentielles que la liberté humaine, et puis qu'un certain nombre de préceptes moraux issus du christianisme, on pourrait se dire sans problème chrétien.
on peut dire un mot pour les questions concrètes du suicide. C'est une question que vous abordez à la fin de votre livre. Et vous critiquez la notion de suicide assisté. Parce que le suicide, ça veut dire se tuer soi-même. C'est ce que dit l'étymologie. Je ne sais pas comment on peut se tuer soi-même par un autre. Puis c'est comment demander à un autre une sacrée responsabilité. Et c'est comment le suicide assisté, c'est l'euthanasie active en fait. C'est un peu ça le suicide assisté. Hein. Oui, moi je pense qu'on peut pas. Enfin, moi je suis pas contre le suicide. Je veux dire, il y a des situations parfois. Enfin, voilà, ça regarde peut-être chacun. Encore que c'est vrai que c'était absolument moral, on ne pourrait pas dire qu'on peut se donner la mort à soi-même parce que c'est tuer l'humanité qu'on a en soi, etc., etc. Mais bon, après les situations, comme tu l'as aussi dit tout à l'heure, hein, parfois font que on va au-delà. Mais demander à quelqu'un d'autre, je trouve que c'est faire porter à un autre quelque chose d'extrêmement difficile, en fait. Et même, on peut dire, oui, mais si c'est à l'hôpital, etc. Ben, je ne suis pas si sûre que ce soit si simple aussi. Je peux faire une remarque là-dessus? Ouais. Sauf erreur de ma part, le suicide assisté, quand même, se distingue d'un point de vue moral assez nettement de l'euthanasie active. Parce qu'avec l'euthanasie active, le geste létal, il vient bien d'autrui. Donc, avec l'euthanasie active, vous brisez, moi, ce que j'appelle, mais peut-être que l'expression est impropre, j'appelle ça un tabou civilisationnel qui est la mort par main d'autrui. Oui. Avec le suicide assisté, on vous met les moyens de vous suicider parce que peut-être quelqu'un qui est en fauteuil roulant, qui est complètement tétraplégique, a une autonomie très, très, très limitée. Mais le geste final, donc en fait, la commande du cerveau au geste qui donnera la mort, c'est bien un geste par soi-même. Donc en fait, c'est un peu hypocrite, je suis d'accord, mais ça préserve quand même de ce, comment dire, de ce basculement qui représenterait accepter légalement la mort par autrui. Oui. Si je peux me continuer. Oui. Là, je prends un cas personnel, mais ma compagne est interne et elle sort des soins palliatifs, donc elle l'a vécu littéralement, puisqu'en fait, même si la loi est quand même Claes-Leonetti est assez claire, mais en fait, il l'outrepasse ouvertement, une fois d'ailleurs, et en fait, le suicide assisté est déjà dans les faits pratiqué, même si officiellement il n'est pas. Et effectivement, c'est d'ailleurs ce que disent l'ensemble des médecins, à commencer par les chefs qui m'accompagnent. La règle, c'est effectivement, ils ne pratiqueront pas d'eux-mêmes, c'est-à-dire qu'appuyer sur le bouton pour injecter une substance létale, ils ne le feront pas, mais effectivement, à partir du moment où ce n'est pas eux qui assènent littéralement la mort, ils sont encore en accord avec leur propre morale. Après, là où il faut après avoir au niveau global, mais individuellement, ils arrivent encore à se coucher. Et ce sont des gens qui, à côté de ça, ont fait partie de la conférence sur la loi bioéthique, en expliquant qu'ils étaient contre l'euthanasie active. L'euthanasie active. Oui, c'est pareil, là, je crois qu'il faudrait distinguer. On a perdu l'habitude de ces distinctions. Il y a des lois générales, puis toutes les lois ont des exceptions. Oui, c'est vrai. Il y a des cas, la casuistique. Hein. Et on a besoin de casuistique. Moi, je comprends parfaitement, parce qu'à un moment donné, on n'est même plus capable d'appuyer sur le bouton. Oui, c'est ça. Voilà. Et je comprendrais, je ne sais pas, quelqu'un, mais ce n'est pas aux médecins de faire ça, parce que rien n'est aussi facile que de donner la mort. Tout le monde peut le faire. Hein. Opérer quelqu'un, lui faire un pontage coronarien, je ne sais pas, je pense que ça comme ça. C'est un geste de technicien spécialiste. Mais donner la mort, par exemple, il y a un bon médicament, ça doit être le T61 que possèdent les vétérinaires. Ça permet d'euthanasier les bêtes. Normalement, une vache de 700 kg, il lui faut 15 secondes avec le T61. Bon, donc c'est facile. Hein. Il suffit d'avoir un copain vétérinaire et puis vous pouvez donner la mort. Alors moi, je comprends
que quelqu'un puisse donner la mort, par exemple, de sa compagne ou de son compagnon qui est en train d'agoniser dans des souffrances invraisemblables. Moi, je comprends ça. Mais je crois qu'il faut maintenir la loi qui l'interdit. Et il y avait un fait divers, moi, qui me sert toujours de référence. Un vieux monsieur, comme ça, avait donné la mort à sa femme qui était atteinte d'un cancer absolument terrifiant. Et donc, il lui a fait une injection mortelle. Et qu'est-ce qu'il a fait en sortant? Il s'est rendu au commissariat de police. Il a dit, voilà, je viens de le faire. Il a été jugé. On lui a donné une peine de principe. Il n'a pas fait un seul jour de prison. Parce que la loi n'est pas automatique, fort heureusement, et que le juge, c'est-à-dire qu'il est reconnu coupable d'homicide, mais on estime qu'il y a tellement de circonstances particulières qu'on lui donne simplement une peine de principe. Ben, ça ne semble pas une solution de Tartuffe. Il me semble au contraire la capacité qu'on devrait avoir de prendre en compte la particularité, mais de faire en sorte que chacun continue de rendre compte de ses actes. Je veux dire, ce qui est dommage, c'est que les gens se cachent. Ils auraient dit non, je l'ai fait. Ah, évidemment, ça ne peut pas être un médecin. Ça, c'est la question. Mais c'est à la famille de le faire. Si on doit assister quelqu'un dans la mort, il faut prendre ses responsabilités. Si on pense que c'est ce qu'il faut faire, il faut être prêt à les assumer devant la justice en disant voilà pourquoi je l'ai fait. C'est moi qui l'ai fait, personne d'autre. Alors ça demande un peu de courage peut-être. Ouais, donc si on poursuit, vous allez vous retrouver avec un cas particulier, encore un énième cas particulier, parce qu'il n'y a que ça de toute façon. Ça marche pour quelqu'un qui a de la famille. Prenez quelqu'un qui n'a pas de famille. Si effectivement on retire tout le corps médical qui ne doit pas pratiquer la mort, puisqu'elle est là pour sauver les gens et non les tuer, c'est quelqu'un qui le fait. C'est à l'État de prendre un représentant légal qui sera là que pour ça. Enfin, pareil, encore, si effectivement on commence à rentrer dans ce genre de cas, je pense que les juristes peuvent s'arracher les cheveux dès maintenant, hein, parce que je pense qu'il n'y aura pas de fin. Mais c'est un truc pour s'arracher les cheveux. Alors, une des raisons d'ailleurs que ces choses par lesquelles on s'arrache les cheveux se développent, c'est aussi lié au progrès de la médecine. Au fond, tous ces états intermédiaires où les gens survivent dans des conditions épouvantables sont des conséquences des progrès de la médecine. Conséquences paradoxales, mais c'est des conséquences. Toutes les situations de gens en survie artificielle, il y a 100 ans, ça n'existait pas. Ils mouraient de leur belle mort. Voilà. Alors là, on est face à un problème sur lequel il faudrait peut-être se pencher. C'est compliqué, hein. Mais qui est lié au fait que notre propre pouvoir dans ce domaine nous dépasse, hein, et que nous n'avons pas les armes morales pour régler ces questions. À moins peut-être qu'on ait tort, fondamentalement, de s'acharner à vouloir continuer de faire survivre des gens dans des conditions qui ne sont plus des conditions humaines. Peut-être qu'on devrait s'habituer qu'on devrait se réhabituer à mourir, quoi, tout simplement. Les soins palliatifs ont été, comme le dit leur nom, c'est du palliatif. Ça a été inventé justement pour éviter, en fait, pour décaler cette échéance où de toute façon il faudra à un moment se retrouver face à la mort. C'était une manière de solutionner temporairement le problème. C'est-à-dire qu'on fait ça, comme ça les gens vont pouvoir. On ne tue pas. C'est le temps qui fera son œuvre. Sauf qu'effectivement, comme vous le dites vous-même, il y a des gens qui vivent 20 ans. Si on prend le cas de Vincent Lambert, par exemple, qui est resté 23 ans dans un lit où de toute façon il ne pouvait plus rien faire, on aurait, à partir du moment où sa mère a appuyé sur le bouton pour arrêter la machine, puisque c'est comme ça que ça s'est passé, oui, là il est mort, il a eu 2 heures plus tard, il a passé l'arme à gauche, quoi. Donc oui, de toute façon, effectivement, peut-être que la solution serait tout simplement de réapprendre à mourir. D'accepter. Bah oui, philosopher, c'est apprendre à mourir, hein, on apprenait jadis, mais... Je crois que Jean-Marie, tu avais une question. Oui, Jean-Marie, pardon. Je t'en prie. Micro. Oui, voilà. Bonsoir. Merci de me donner la parole. Moi, je ne suis pas un philosophe. Hein, je suis un simple béotien. Donc, c'est en tant que béotien que j'interviens. Alors, vous avez déjà pratiquement répondu à la question que je voulais poser. C'est effectivement, nous sommes confrontés au problème de la mort que nous n'acceptons plus. La mort est un scandale. Pendant très longtemps, la mort était la fin de la vie, était l'aboutissement naturel. Aujourd'hui, elle est un scandale. Il faut quand même se souvenir qu'il y a aujourd'hui des milliardaires qui investissent
dans des pseudo-recherches qui ont pour but ni plus ni moins de supprimer la mort. Oui, de devenir immortel. De devenir immortel, c'est quand même là quelque chose d'assez impressionnant. Donc, est-ce qu'il n'y a pas déjà là c'est déjà un problème en soi. Est-ce que, dans un autre ordre, sur un domaine totalement différent, pardonnez-moi, je vous ai écouté avec beaucoup d'intérêt, est-ce que votre discours n'est pas finalement une négation des théories décoloniales? Finalement, pour les décoloniaux, il n'y a pas de pensée universelle, il n'y a que des formes de domination, et on pourrait vous dire que votre vision de l'humanité, de la morale, de l'éthique n'est qu'une volonté de domination des Blancs sur les populations autres. Et au nom de quoi devrions-nous interdire la polygamie? Après tout, c'est très très bien. Je crois qu'il y a d'ailleurs une jeune femme très sympathique, certainement, qui est à la tête d'un mouvement de contestation très fort, qui nous a expliqué qu'elle n'a jamais été aussi heureuse que dans une famille polygame. Donc voilà, j'ai un peu. Qu'en pensez-vous? Alors que nos positions soient contre les idéologies décoloniales, c'est certain. C'est certain dans la mesure où on considère que, on l'a un peu dit tout à l'heure, que ce qui importe, c'est l'être humain, où qu'il soit, quel qu'il soit, etc. C'est cette portée universelle de l'humanité que chacun porte en lui. Alors maintenant, cette histoire de polygamie, Denis a pris cet exemple, mais je pense que ça renvoie peut-être même pas à une question de morale. La polygamie, au départ, c'est juste une question pratique. C'est parce que beaucoup d'hommes mourraient à la guerre et qu'il fallait bien continuer à reproduire le groupe et donc c'est une question pratique et encore aujourd'hui celui qui est polygame, il ne peut l'être qu'à condition de pouvoir subvenir aux besoins de ses femmes, parce que ça marche bien souvent que dans ce sens-là. C'est un homme qui peut avoir plusieurs femmes, pas l'inverse, donc c'est d'abord au départ une question pratique. Après, cette histoire de dire, après c'est une question de culture, effectivement, et donc là il faut, mais là on n'est plus tellement dans la morale, on est plutôt dans le droit. Moi je trouve, je vois tout à l'heure, tu as pris l'exemple de la polygamie par rapport à tes questions religieuses, mais à mon sens c'est pas une question de morale, ça. C'est plus une question de culture et de droit. Ah oui, parce que un homme et deux femmes ou trois femmes, après tout, on peut imaginer que ça fait. Ça existe. Oui, ça fait un triple E. On a même connu un président de la République qu'on avait presque deux quasi officiels. Donc, c'est pas le problème en lui-même, c'est pas le fait. Le fait, lui, il est ce qu'il est, chacun vit comme il veut. C'est ce que ça signifie juridiquement, évidemment. Parce que l'exigence de la monogamie, sur le plan juridique, elle est l'expression juridique de l'égalité des hommes et des femmes. À partir du moment où on dit un homme peut avoir 4 femmes, mais pas l'inverse, on a introduit une inégalité fondamentale et même radicale. Et une inégalité morale. Et une inégalité morale. Oui. Parce que là, du coup, on n'est plus dans l'universalité humaine, mais dans la domination, justement. Oui. D'une partie de l'humanité sur l'autre. Oui. Alors, cette histoire de polygamie, c'est un des exemples. Mais c'est vrai, ce qui caractérise les décoloniaux, c'est le refus de l'universalité. Alors, c'est très curieux, parce qu'il y a tout un pathos anti-esclavagiste dans la pensée décoloniale, pathos anti-esclavagiste tout à fait justifié, parce que personne ne peut accepter l'esclavage. Mais peut-être faut-il rappeler que la condamnation de l'esclavage, la première qu'on trouve, elle est dans le christianisme, et que les seules sociétés qui ont pris l'initiative d'abolir l'esclavage, c'est les sociétés occidentales, chrétiennes. Alors, ça pourrait être sans mal. Certains auteurs disent par exemple que les États-Unis, une partie des indépendantistes qui ont fondé les États-Unis, ils l'ont fait parce que les Anglais étaient en train d'abolir la traite négrière. Et que les États du Sud, notamment, ont pris les armes contre la couronne britannique, non pas pour la défense de la liberté, ça ils ont trouvé des gens pour donner une couleur chatoyante à tout ça, mais fondamentalement pour
défendre quelque chose qui, pour eux, était vital, alors que l'idée d'abolition de l'esclavage faisait son chemin en Europe, aussi bien en Angleterre qu'en France. Condorcet avait créé une association des Amis des Noirs en France. Voilà. Et donc, l'abolition de l'esclavage, c'est le type même de décision universaliste. On abolit l'esclavage parce qu'on considère que les Noirs valent autant que nous, les Blancs, et qu'il n'y a pas à faire de distinction. Et alors, ce qui est très curieux, c'est que les décoloniaux, eux, contestent ça. Alors, d'un côté, ils disent on est les victimes de l'esclavage des Blancs, mais en réalité, ils acceptent l'esclavage qu'ont pratiqué toutes les autres civilisations, à commencer par l'esclavage et la traite qui a été pratiquée sur une très grande échelle pendant très longtemps, qui était la traite arabe. Voilà. Et ça, c'est effectivement quelque chose. Le décolonialisme, c'est une pensée fondamentalement raciste et hostile à l'idée de l'unité de l'humanité, fondamentalement. Donc, ouais. Je ne comprends pas d'ailleurs que des gens qui se réclament de la gauche, des valeurs de la République, de la liberté, de l'égalité, de la fraternité, etc., apportent leur caution à ces gens-là. Voilà. C'est-à-dire une des aberrations quand même de notre époque, ça, le décolonialisme, c'est une pensée folle. Enfin, je veux dire, ça n'a ni queue ni tête quand on réfléchit 5 minutes, quoi. Avec évidemment, on pourrait le dire, ouais, tu dis ça parce que t'es un blanc occidental, ouais. Bah ouais. Mais après tout, force est de reconnaître que la civilisation d'Europe occidentale a été la plus audacieuse dans tous les domaines. Il faut se demander pourquoi. Alors, je ne sais pas si c'est dans le caractère des Européens, ça. Les Européens ont toujours été des aventuriers, des aventuriers de l'esprit et des aventuriers de la conquête. Alors, ça fait le pire, mais ça a aussi fait le meilleur. Voilà. Et c'est ça aussi, assumer notre histoire. Voilà. C'est pas bien d'avoir été esclavagiste, c'est même très très mal. Parce que, pourquoi est-ce qu'on pense que c'est très mal? Parce que c'est le contraire de ce à quoi nous croyons, parce que nous sommes des chrétiens en quelque sorte, occidentaux, même des chrétiens qui ne croient pas en Dieu. Et nous détestons l'esclavage à cause de ça. Et le jugement critique que nous portons sur notre propre histoire, d'abord, nous sommes pratiquement la seule civilisation qui a été capable de porter un jugement critique et même extrêmement critique sur sa propre histoire. Et nous le portons au nom de valeurs qui nous semblent supérieures. Ou alors, il va falloir réhabiliter le cannibalisme. Pourquoi ce serait mal, le cannibalisme? Après tout, c'est une bonne manière d'apporter des protéines. Bon, évidemment, là, les végans vont vous tomber dessus. Je pense que vous attribuez aux décoloniaux une réflexion qu'ils n'ont pas eue. Pour la simple et unique raison qu'en fait, quand on analyse 5 secondes la sociologie de ces gens, alors la grande majorité sont des petits blancs déjà, ce qui est assez marrant. Alors Rokhaya Diallo n'est que le porte-étendard, mais la grande majorité sont des petits blancs ou des petites blanches qui sont toutes venues de classes supérieures, aisées, et en fait qui ont besoin de se racheter une virginité, et au lieu de remettre en question et d'ailleurs vous en avez parlé plutôt dans la conférence, remettre en question leur propre ce qui leur a permis d'être là, donc tout, que ce soit l'argent ou les réseaux, tout ce truc-là, on met en question une soi-disant domination au nom de principe plus que fumeux, puisqu'en fait c'est étayé sur pas grand-chose. Comme ça évite de remettre en question son vrai avantage, qui est l'argent, pour la grande majorité. Là, c'est martien, ce que j'entends dire, donc ça doit vous faire plaisir, Denis, mais et pour le coup, la grande majorité sont là quand on questionne. Quand on entend Rokhaya Diallo, par exemple, qui parle 2 heures sur Mediapart, qui vous explique que les seuls privilèges sont des privilèges systémiques à cause de la blanchéité, concept lui-même, qui n'a pas de sens en soi, elle ne le définit jamais, et qu'à un moment, son contradicteur, qui pourtant est
contradicteur que dalle, puisqu'il est totalement d'accord avec lui. Il fait oui, mais vous parlez pas d'argent. Non, parce que l'argent, c'est pas vraiment un marqueur social. Bon, bah, à partir de là, je pense que tout est résumé. Je pense qu'il n'y a même pas besoin d'épiloguer pendant 2 heures sur les décoloniaux. Ça ne sert à rien. Ces personnes n'existent pas à partir du moment où ils ne sont même pas capables de remettre en question leur propre privilège. Parce qu'ils en ont un, l'argent, c'est tout. Et pas besoin d'aller plus loin. Oui, tout à fait. Ouais, c'est très curieux. Alors, on va pouvoir arrêter cette conférence en remerciant très, très vivement Marie-Pierre et Denis d'avoir fait cet exposé et d'avoir répondu à toutes nos questions. Merci à tous les deux. Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous.